Bonjour tout le monde, merci d'être venu du café. J'espère que tout le monde est en train de petite pause. Cet après-midi, je vous présente trois étoiles filantes de BANQ, qu'on appelle aussi la Bibliothèque nationale des archives du Québec. BANQ, ça représente 12 édifices à travers le Québec qui archivent, conservent la mémoire du Québec à travers des millions de documents. On a aujourd'hui Claudia Beaumont avec nous, qui est chargée de produits numériques. On a Charles Martin, analyste en informatique, qui est spécialisé en accessibilité. Puis on a Eric Etier, qui est aussi analyste, qui va nous parler de leur migration vers l'auteur pour le projet numérique. Ouais. Merci. Merci pour la belle introduction. Alors, bienvenue tout le monde. On va parler de la refonte de BANQ numérique. Vous allez voir, on va y aller de façon assez rapide parce qu'il y a un survol de cette refonte-là qui va toucher plusieurs aspects. À la fois le produit, on va toucher aussi à la partie peut-être un peu plus technique, donc il y a une progression parce que cette refonte-là est arrivée à un moment charnière, je dirais, pour BANQ. Quand on a amorcé ce projet de refonte-là, c'est un moment où on révisait, où en fait on raffinait notre vision produit pour l'écosystème de BANQ. Dans le même temps aussi, il y avait un besoin de mutualiser certaines technologies un peu plus vieillissantes. On va avoir l'occasion d'en parler. C'était un enjeu évidemment pour des coûts de maintenance, mais aussi pour l'évolution du produit dans le plus long terme. Donc, avant toute chose, on va tout raconter ça assez rapidement, mais est-ce que ça sonne une cloche pour vous si je parle de BANQ numérique? La plateforme. Est-ce que vous connaissez ça? À main levée? Ah, quand même! OK, yeah! Mais je vais quand même faire une petite présentation, question qu'on soit tous sur la même page. Alors, c'est quoi BANQ numérique? D'abord, j'aime ça dire que c'est un service public. Ça nous appartient à tous. C'est une plateforme qui donne accès au patrimoine québécois numérisé gratuitement avec un abonnement à la Bibliothèque et Archives nationales. Quand je parle de patrimoine québécois, c'est autant des revues et journaux, des registres de l'État civil, greffe de notaire, des cartes et plans, des images, des vieilles, des récentes, des partitions musicales aussi. Bref, même sachez si vous voulez faire votre généalogie à un moment donné ou voir les photos du village d'antan de vos grands-parents, c'est là qu'il faut vous passer. C'est vraiment intéressant. Donc, rapidement, ça a été lancé en 2015, donc un petit peu plus de 10 ans déjà. 39 millions de documents numérisés, répartis dans environ 2,4 millions de pages qu'on appelle les notices, et ce que je pourrais dire, une croissance soutenue, je tiens à le dire, parce que c'est croissance soutenue autant dans son alimentation, parce qu'il y a beaucoup de documents qui sont numérisés depuis des années, donc c'est ça, 39 millions, et une croissance soutenue aussi en termes de trafic. C'est la plateforme qui génère le plus de trafic dans notre écosystème à BANQ. Donc, même plus que le catalogue, la grande bibliothèque, peut-être que certains d'entre vous connaissent, ou le site principal. Donc, si je parle de site avec une croissance soutenue, celui qui génère le plus de trafic, c'est qu'on parle d'un produit qui est fort, je ne vais pas dire intéressant, mais crucial dans notre plan stratégique. D'un point de vue institutionnel, on a des objectifs stratégiques à atteindre avec ce site-là. Et on avait une refonte qui était très, très, très attendue. Ça vient avec des défis. Donc, côté produit, quand on a amorcé ça, il y avait cette idée que, on traitait ça comme un projet, on a un échéancier, au bout d'un certain temps, on va tout livrer. Donc, on va régler les plus gros problèmes, on a une grosse liste technique, on va parler de mutualiser les technologies, des centres qui étaient priorité numéro 1. Puis en même temps, on met du crémage. On voulait avoir des fonctionnalités de recherche plus avancées, peut-être un petit peu d'IA aussi, mais ça viendra peut-être plus tard. Donc, il y avait des attentes d'avoir un petit peu de wow. Tant qu'à travailler sur une refonte, on veut que ça soit beau, parce que c'est le site le plus important, puis qu'on offre du wow à nos usagers. Donc, évidemment, il fallait sortir un peu de cette idée du tout d'un coup pour faire adopter à nos parties prenantes une vision qui allait évoluer dans le temps, donc progressive, et qu'à la phase 1 de la livraison, on allait livrer une plateforme avec un socle solide qui allait évoluer dans le temps, mais qu'on allait attaquer les choses petit à petit. Donc, pas nécessairement avec du wow au début. Bon, ça peut avoir un peu plate, mais c'est ça. Et je tiens à mettre l'accent là-dessus. Contrairement à d'autres produits pour lesquels on peut travailler, que souvent on va chercher à stimuler l'engagement avec des fonctionnalités qui permettent ça, nous, c'est d'abord et avant tout la durabilité et la pertinence qui comptent. Beaucoup plus, donc plus grand que l'effet wow. Donc, en commençant, c'est un gros travail de communication de s'assurer d'avoir un alignement sur les vrais problèmes à régler. Puis bon, les vrais problèmes, ça a l'air bien facile comme ça. Il n'y a personne qui est contre la vertu de travailler sur les vrais problèmes.
D'un point de vue technologique, c'est assez facile de convaincre les parties prenantes parce que c'est une question de budget bien souvent, donc je n'irai pas là-dedans, mais c'est facile d'avoir un alignement là-dessus. Maintenant, pour les usagers, c'est quoi les vrais problèmes qu'on avait à régler pour eux? Là, quand je parlais, on arrivait à un moment charnière à la BNQ, on avait aussi une nouvelle stratégie de persona. Donc, on délaissait des personas sociaux démos pour des personas basés sur des schémas comportementaux. Donc, on en a 8, et les plus importants pour BNQ numérique, c'est le chercheur et l'explorateur. Rapidement, c'est pour ça que j'aime ça vous les montrer comme ça, ce sont deux bibites qui ne vont pas très bien ensemble. Mais on doit trouver des points de connexion dans ce qu'on va livrer pour, entre guillemets, faire plaisir en fait à ces deux types d'utilisateurs-là. Donc, le chercheur, je dirais que c'est un profil plus professionnel. Lui, là, c'est une bonne partie de la population qui utilise BNQ numérique. C'est un fonctionnaire, par exemple, de l'Assemblée nationale, un recherchiste qui a besoin d'accéder à des documents très, très, très précis pour son travail. On a même aussi nos bibliothécaires, collègues et archivistes. Pour eux, c'est un outil de travail. Donc, aussi important à retenir, BNQ numérique, c'est plus une vitrine de contenu. C'est un moteur de recherche et un outil de travail pour beaucoup, beaucoup de gens de la fonction publique, en général, beaucoup, et des chercheurs universitaires. Donc, en faisant la refonte, on ne pouvait pas juste simplifier et réduire toute l'intelligence fonctionnelle qu'on avait développée, qui a l'air peut-être un peu complexe pour des gens qui ne sont pas habitués à travailler dans des outils comme ça, mais on devait préserver ça. Dans le même temps, on a un explorateur que je voudrais dire, c'est un chercheur du dimanche. Peut-être c'est quelqu'un qui va arriver par Google, il débarque sur une notice, puis là, il aimerait bien découvrir autre chose, mais il est un petit peu rebuté par le type d'interface qu'on peut avoir, les fonctionnalités qui sont un peu complexes, on s'entend, il est habitué de chercher sur Google ou encore ChatGPT. Donc, on doit quand même faire notre plus meilleur pour simplifier l'expérience. Donc, c'est un peu le défi qu'on avait avec les outils et la capacité qu'on avait aussi pour faire ça. Donc, rapidement, pour arriver à cet objectif-là, de travailler sur les vrais problèmes, on a fait intervenir les usagers en amont, pendant et après. Et en amont, il y a eu beaucoup de recherches aussi avec nos équipes UX, des entretiens, pendant aussi l'analyse de données, autant qualitatives que quantitatives, pour ajuster les priorités pendant le développement et des tests utilisateurs et ces différents périodes. Si je vous parle de tout ça aussi, c'est encore toujours dans cette idée de gestion de changement et d'alignement côté produit pour rassurer à l'interne qu'on allait quand même livrer quelque chose de solide qui allait pouvoir évoluer dans le temps. Là, maintenant, je vais demander à un des messieurs de se lever pour nous parler. Là, on va aller un peu plus dans le détail, le côté plus technique, les enjeux technologiques auxquels on devait remédier. Je prends ton micro parce que je sais pas. Alors déjà, je voulais vous parler du BNQ numérique d'avant. Avant, on avait comme une architecture hybride, c'était comme une chimère, parce qu'on était basé sur deux produits différents. Il y avait tout d'abord, il y avait un CMS avec une vingtaine de pages, la page d'accueil, les guides, etc. Donc là, avec les avantages classiques d'un CMS, c'est-à-dire qu'on pouvait déléguer l'édition de contenu, par exemple. On pouvait partager avec notre portail généraliste qui, lui, avait utilisé le même CMS à l'époque. Mais le problème du CMS qu'on utilisait, c'est qu'il avait une communauté très réduite, donc il y avait beaucoup de développement custom de notre part, il y avait très peu de modules, et surtout en cas de gros problèmes, très peu de ressources vers qui se trouver. La deuxième, donc c'est le cœur même de BNQ numérique, c'est une application de recherche, une application d'affichage de résultats, de tri. Donc là, c'était une application AngularJS qui était fait maison. Donc l'évolution, elle était nécessaire, et ça pour 4 raisons principales. Tout d'abord, parce que le côté AngularJS, on est arrivé en bout de ligne. Le stack était obsolète, il était devenu impossible de le faire évoluer, avec donc les problèmes de sécurité que ça peut comporter. Le deuxième, c'est qu'au niveau des bibliothèques archives nationales, on avait commencé à abandonner le CMS qu'on utilisait. Donc la partie logique, c'est qu'on voulait aussi abandonner celui-là. On avait pas mal d'améliorations UX et accessibilité qu'on voulait mettre en place. Et puis, dernièrement, harmonisation avec l'écosystème de BNQ, puisque notre portail venait d'être fait sous Drupal. Donc, le choix logique.
ça a été de passer à Drupal. À la base, nous, on n'est pas une shop Drupal. On s'est un peu formé sur le portail grâce aux équipes d'Evolving Web. Mais maintenant, on voulait un petit peu mutualiser l'effort qu'on avait mis d'apprentissage et de formation. Donc, le fait de travailler aussi sur Drupal pour BNQ numérique, c'était un bon mouvement. Donc, assurer une cohérence visuelle et technique. Donc, une cohérence visuelle, quand on a monté BNQ numérique, on a pris le thème, on a pris les modules qui avaient été faits pour le portail, et puis on les a adaptés, parce que ce sont deux sites très différents. Mais on voulait quand même garder le design system et puis garder le look and feel général. Cohérence technique, quand on met à jour un module, on va le mettre à jour dans les deux environnements, bien entendu. Faciliter le partage de contenu. Notre portail est très éditorial, il y a des centaines d'articles, de pages, etc. Alors que BNQ numérique, donc c'est vraiment une application, il y a quelques pages pour enrober, mais c'est quand même une application à la base. Par contre, sur la page d'accueil, on trouvait ça intéressant de mettre un petit peu de vie. Donc, on va aller chercher des articles qui sont dans le portail, qui sont tagués BNQ numérique, et puis qu'on vient afficher dans un petit carrousel. C'est quoi le portail, Charles? Ok, le portail, c'est le site généraliste de Bibliothèque et Archives nationales. C'est la porte d'entrée principale vers le catalogue, vers BNQ numérique, vers le site des archives et vers tous les articles qui sont écrits par nos éditeurs. C'est quoi l'adresse? www.bnq.qc.ca. Passer à Drupal, donc réutiliser les composants, le design system, donc le design system, on a carrément apporté le thème quand on a créé BNQ numérique, mais les composants, par exemple, on va utiliser un composant carrousel qu'on a développé pour le portail, on va l'importer, puis on va s'en servir dans BNQ numérique. Et on va surtout faire profiter des évolutions qu'on va faire d'un côté, de l'autre côté. C'est par exemple qu'on va améliorer notre galerie d'images, par exemple, ou si on va... c'est un bon exemple. Et bien, si on va l'améliorer dans BNQ numérique, on va le passer après, on va s'en servir après pour améliorer notre portail. En fait, l'idée, c'est pas de réinventer la roue, mais c'est de s'en servir. Voilà, je vais passer la parole à Eric qui va nous parler d'enjeux plus techniques. Merci Charles. On peut mettre le micro un petit peu plus loin. Le clicker est là. Oui. Bon, alors, c'est sûr, une application comme ça représente certains enjeux techniques. L'architecture de BNQ numérique est composée de 21 serveurs en production. Le carré orange, le rectangle orange dans le haut complètement, ça c'est Drupal, qui est hébergé justement par Panthéon. Ces 21 serveurs-là existeraient même si BNQ numérique ne serait pas là. C'est des serveurs qui offrent des services essentiels à la mission BNQ pour les bibliothécaires, les archivistes. C'est le dépôt légal, la gestion documentaire, le dépôt numérique, tout ce qui est numérisation, on va passer par là. C'est utilisé quotidiennement par les professionnels. Chacun de ces services-là a ses propres règles d'affaires, de conservation, de diffusion, que nous, on va piger là-dessus à partir d'un API. D'amener ça dans Drupal, ça nous a permis d'isoler ces services-là davantage. Ils étaient plus exposés au front-end comme avant. Donc, on a une sécurité additionnelle. Quand on parle de 39 millions de documents en ligne, clairement, ce n'est pas des content types. Alors, on peut se dire pourquoi avoir choisi Drupal, c'est un CMS, mais en travaillant avec Evolving Web sur le portail généraliste, on a eu à développer quelques modules. Puis on a vraiment été impressionné par l'architecture de Drupal, par la rigueur qui est nécessaire dans le travail des modules. Alors, pour répondre aux besoins, c'est une vingtaine de modules qu'on a dû développer dans Drupal pour les fonctionnalités de BNQ numérique. Donc, ça a comporté quelques défis qu'on va regarder ensemble. Le premier enjeu technique, c'est un formulaire dynamique. C'est un formulaire Drupal, vous voyez, mais selon les actions posées par un usager, selon les résultats de recherche, le contenu du formulaire change. Il y a des éléments qui disparaissent, il y a des éléments qui s'ajoutent. Les options à l'intérieur de ces éléments-là changent eux aussi. Alors, le gros enjeu avec ça, c'est que, ça peut produire des résultats incompréhensibles pour un usager.
Ça peut aller même jusqu'à corrompre la recherche et la rendre non fonctionnelle. Et je vais vous faire une petite démonstration. On va sortir ici. On va venir ici. Donc, BNQ numérique, c'est peut-être tenir le micro. Je vais avoir besoin de mes deux mains. Finalement, je ne pensais pas avoir un micro dans les mains. Non, juste approcher le micro. Tenir le micro pour moi, s'il te plaît. Bon, alors, à gauche, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle des facettes. C'est ce qui nous permet de filtrer les résultats. Il y a des interdépendances, parfois, entre ces facettes-là. Je vais juste, à titre indicatif, montrer par exemple la facette date qui nous permet de filtrer par année. Alors, je peux dire, je cherche du contenu de 1858 à 1898, bon, par exemple. Puis, on voit par exemple la facette créateur qui est là, mais je vous la mentionne pour une raison très spécifique. On va fermer ça ici. Je vais cliquer dans Revues et journaux. C'est pas la même. C'est la connexion Internet ici qui est lente. Alors, j'ai maintenant les revues et journaux. Première chose qu'on constate, bien maintenant la date, c'est année, mois, jour. Alors ça, on doit gérer ça quand on a le contexte qui change. On doit pouvoir s'adapter à ça. La facette créateur n'existe plus. J'ai une facette titre qui m'offre les titres de journaux. Alors, je vais faire une petite recherche ici que j'aime bien. On va chercher M. Cotroni. Alors, M. Cotroni, on a plein d'articles sur lui. Hein? C'est une figure marquante dans l'histoire du Québec. Alors, si je regarde ici, alors on a différents articles de journaux. Si je vais dans ce journal-là ici, par exemple. Bon, première chose qui arrive, on repère M. Cotroni dans l'article de journal. On indique à l'usager où ça se trouve dans le journal. On a transporté la recherche avec nous. Drupal, il y a le Form State, il y a ce qu'on appelle le Form State Interface, qui nous permet de manipuler, de conserver cette recherche-là ou de la modifier. Alors, si je lance une nouvelle recherche, ben, j'ai l'option de dire, OK, ben, les filtres que j'avais sélectionnés, j'avais sélectionné des dates, on relancerait avec les mêmes dates, mais on a repéré que que je suis dans un article de journal. Donc, on offre la possibilité à l'usager, lance ta recherche juste dans ce journal-là, si tu veux. Alors, j'arrive ici, clac, je lance ma recherche, je retourne au résultat de recherche. Maintenant, j'ai toujours revues et journaux, le titre du journal qui est là. Ces éléments-là sont sortis du flux normal du formulaire. On les a mis à part pour une raison très évidente. Une fois que j'enlève revues et journaux, et si on descend ici, la facette titre n'existe plus. J'ai lancé une recherche dans un fascicule de journal. Si je n'ai pas sorti le titre du journal du flux pour l'afficher en haut, il n'y a aucune indication, pour l'usager qui se cherche seulement dans la patrie, et il n'y a aucun élément d'interface pour retirer la patrie de sa recherche. Là, c'est comme évident parce qu'on voit juste des journaux de la patrie. Mais quand on a un usager à 5, 6, 7, 8 facettes pour une recherche assez complexe, la recherche devient polluée, non fonctionnelle. Tout ça, non fonctionnel. Si je retourne ici, bon, on reprend notre fascicule de journal ici, on est dans notre journal, je peux arriver avec M. Cotroni ici et dire, bon, ben, je vais lancer une recherche dans les documents audio. J'ai un résultat, un livre audio qui a été écrit par la conjointe de Mafiosi. On voit un petit cadenas. Ça, c'est un autre problème. Certains documents ne sont pas accessibles à l'externe, seulement sur des postes spécifiques de consultation, ce qui va nous retourner à la présentation PowerPoint. Pour la suite des enjeux. Alors, le Form State, très important pour la gestion de l'état du formulaire. La gestion du cache Drupal. La cache est essentielle.
essentiel. Surtout qu'on ne traite pas avec des content types, c'est du contenu externe. Le contenu est mis en cache. On ne refait pas un appel à Drupal pour afficher la partie Drupal. Ça a été mis en cache. Maintenant, s'il y a du contenu qui est restreint, un bibliothécaire consulte un document qui est à accès restreint ou le document est consulté sur un poste public à cet effet, quelqu'un de l'externe arrive pour consulter ce document-là, pas de souci, on a quand même une gestion documentaire avec rigueur. Drupal va dire, tu as accès à ce document-là. Le serveur de document, lui, va dire non, 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 ça retourne un 403, pas très élégant. Bon, on pourrait gérer le 403, puis afficher un bon message à l'usager. Sauf que le vrai problème, c'est le cas contraire. Un usager qui n'a pas accès va consulter une notice, il va dire « Ah, tu n'as pas le droit de voir ce document-là. » Bibliothécaires ou archivistes veulent consulter ce document-là. Drupal leur dit « Non, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. » La réponse a été mise en cache. Alors, c'est là qu'on a commencé à utiliser le cache context. Alors, on a différents cas où on dit « Ça, tu ne le mets pas en cache, ça, tu le mets en cache. » Ignore la cache même si elle existe. Les cas, bon, contrôle d'accès différé, ça, c'est le cas de la notice accès restreint. On ne veut pas que cette information-là soit mise en cache. Cohérence de fraîcheur. Les archivistes, les bibliothécaires vont éditer l'information, vont ajouter des documents. Si ça se trouve en cache dans l'état précédent, on ne va pas commencer à afficher la cache chaque fois que quelqu'un modifie un document. La cache devient inutile. Et la cache a été très importante. Avec la bonne implémentation de la cache, un des services qui est le plus utilisé par BNQ numérique, on avait une moyenne de 900 millisecondes, on passait à 1200 millisecondes, puis ça arrivait que le service plante. Là, on a une moyenne de 300-350 millisecondes avec une bonne implémentation de la cache. Il y a une adaptation pour les robots, l'indexation, l'IA. Il y a de l'information de plus qu'on donne aux robots pour que ce soit plus facile à lire. Au début, on la mettait là, même si ce n'était pas utile pour les êtres humains, parce que, de toute façon, c'est caché dans la notice. Mais 3 millions de documents par mois, ça voulait dire, pour cet affichage-là, 6 millions de hits sur notre service qui t'appelle 1200 millisecondes. Alors, c'est une des optimisations quand même qu'on a fait. C'est seulement pour les robots. Mais, là encore, si on veut être optimal, pour les robots, le cas est géré différemment. On ne consulte pas cette information. On consulte cette information-là seulement pour les robots. L'autre cas est un petit peu délicat. Il reste combien de temps? 6 minutes. Ah. Je veux dire, il était 19 ou... Il était 24. Il était 24. OK. Le cas de droit à l'oubli. Supposons que j'ai commis une fraude financière en 1998, puis qu'il y a un article de journal qui parle de moi, qu'il est repérable dans Google parce que l'article est affiché sur BNQ numérique. Quelqu'un a le droit de demander à ce que ce soit retiré. C'est bien beau, on va retirer l'index. Super, ça fonctionne. On retire de l'index de Google, je veux dire. Et 3 mois plus tard, Google va revenir, l'article est encore là. Nous, on n'a pas le droit d'édition. La réponse accès, ça serait, on va caviarder le nom de la personne, on n'a pas le droit. Donc, on a un attribut qui dit qu'un document exigé par un droit à l'oubli, dans ce temps-là, si c'est un robot, on retourne un 403. Mais encore, on ne veut pas que le 403 soit mis en cache. Ah, ça c'est toi. Ben, je prends... Moi, je vais juste donner le petit exemple de... Par exemple, si on revient dans BNQ numérique ici, les plus vieux se souviennent peut-être d'une émission qui s'appelait Les Oraliens, une émission pour enfants. Alors, on les a, les Oraliens, sur BNQ numérique, mais on n'a pas les droits de diffusion externe, seulement à l'interne. Par contre, si vous venez à la bibliothèque, vous pouvez écouter les... Vous pouvez écouter les Oraliens à la bibliothèque si vous voulez. C'est un très mauvais épisode où Franco explique à Picabo et Calinez comment fumer la pipe et la cigarette. Il nous montrait ça à l'école. Alors, Claudia, je te remets le micro pour la conclusion.
On avait presque envie d'en regarder encore. C'est dommage. Bon, ben voilà, on a fait l'incursion dans différentes dimensions de notre refonte, qui était à la fois très axée, donc, comme je l'ai dit au début, avec les challenges au niveau produit. On a fait une petite saucette de ce côté-là et aussi quelques défis rencontrés lors de la refonte vers Drupal. Et je dirais que le mot d'ordre à retenir, je vous ai mis une image qui est peut-être plus ou moins récente pour vous donner une idée de notre écosystème, des différents produits qui composent l'écosystème numérique de BANQ, à la fois des plateformes externes, mais principal, et donc pour BANQ numérique, évidemment, c'est le gros circuit ici qui montre à quel point son importance, en fait, aussi, et qui est rattaché au site web. Et le mot d'ordre est vraiment pour nous l'harmonisation, mutualisation. Je pense qu'on a quand même bien témoigné aussi avec ce que tu disais, avec l'idée de, comme par exemple aussi des articles qu'on publie sur le site web principal, de pouvoir les emmener sur BANQ numérique, ou peut-être éventuellement d'autres sites pour favoriser la découvrabilité, qui est également un de nos grands objectifs stratégiques à BANQ. Alors voilà, et je pense que là maintenant on est en route pour une plateforme beaucoup plus solide qui va évoluer. C'est là où on en est dans la phase, on a déjà livré la phase 1, disons, de notre refonte au BANQ numérique, et l'autre chose qui s'en vient, évidemment. Et on est prêt pour le reste. Voilà. Ça dépend des questions. 3 minutes, s'il y a une question. Oui? Oui, une question. Je voulais savoir, au niveau des contenus, il y en a des millions, on a vu, et la réponse est très très rapide. Comment vous les indexez en fait? Est-ce que tu C'est vois ouais. les plus experts encore? Oui, c'est sûr, chacun des systèmes a sa manière de cataloguer, de gérer ces documents-là. C'est des domaines d'affaires différents. Alors, il y a des scripts Solar spécifiques pour chacun des systèmes qui viennent indexer. Puis, c'est une ferme Solar Cloud de 7 serveurs. Donc, 21 serveurs, déjà, juste Solar, c'en est 7. Tu as 3 serveurs d'image, serveurs vidéo, serveurs de diffusion documentaire. Ça s'accumule vite. Mais c'est sur 7 serveurs Solar. 3 millions de documents par jour. Puis, ça peut être plus qu'une recherche pour quelqu'un avant qu'il arrive à son document. D'autres questions? Oui? Oui, est-ce que, avant de décider exactement la marche à suivre, vous avez collaboré avec d'autres institutions qui ont des changements similaires comme la BNF en France ou des choses comme ça? Il y a eu des échanges avec la DNF, justement, puis la New York Public Library. C'est 2 sites de référence, en effet. Oui? Quand vous adaptez le contenu, pour ajouter des informations concernant des robots, comment vous savez si c'est un robot? Ben, c'est sûr, pour ce qui est de l'indexation du SEO, c'est un peu plus facile, parce que c'est des robots qu'on cible, qui nous intéressent, puis on veut, par exemple, les PDF, les fascicules de journaux, c'est affiché dans PDF.js avec un iframe, très intentionnel que ce ne soit pas directement accessible à Google, par exemple, parce qu'on ne veut pas que Google donne notre PDF. On veut que les gens viennent sur notre site pour le lire. Donc, on a un service back-end qui vérifie est-ce que c'est un document plein texte avec texte intégral. Oui, la couche de texte est retournée et est affichée à l'intérieur du document. C'est ça qui est indexé. Pour les robots d'indexation, c'est facile. Là, on a rajouté l'IA. Là encore, il y a des choses qu'on veut, des choses qu'on ne veut pas, justement, comme avec le droit à l'oubli. Si on inclut les LLM et les entreprises qui font du scraping pour ramasser de l'information pour, malheureusement, les vendre à l'IA, faire de l'argent avec nos produits, bon, on est quand même rendu avec une 60aine de user agents qu'on identifie pour l'IA, plus une 15aine pour les engins de recherche. Vous avez une liste des user agents de votre côté? Oui, parce que j'en ai encore ajouté plutôt cette semaine. Puis on va avoir un partenariat bientôt avec une firme de gestion de droits d'auteur qui, eux, vont pouvoir nous donner aussi de l'information pour qu'on puisse mieux gérer ça de notre côté. Oui? Charles a mentionné des évolutions en accessibilité numérique. Oui. Et je vais demander si le fait d'avoir une base Drupal vous a aidé à garder les composants déjà accessibles et à faire des évolutions pour la suite. Oui, alors, tout à fait. Et en plus, c'est qu'on se perfectionne toujours parce que les techniques évoluent, les techniques d'adaptation évoluent aussi. Donc,
on perfectionne ce qu'on avait fait pour le portail au niveau de BNQ numérique, et une fois qu'on sera bien à l'aise avec ça, on va refaire ces avancées dans le portail. Donc c'est comme un va-et-vient en progressant à chaque fois. Mais oui, oui, tout à fait. D'autres questions? Merci beaucoup. Merci.